Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Sidi Ali Bounab, une paisible localité située sur les hauteurs de Tedmeit, entre la wilaya de Tizi Ouzou et la wilaya de Boumerdès, fut le théâtre d'horribles violences et de toutes sortes de brutalités durant l'automne 1949. L'histoire commence le 28 septembre 1949 lorsque les gendarmes coloniaux investissent le village cherchant Saïd Charchar, militant nationaliste. Très vite, une violente répression bouleverse la vie quotidienne des villageois. Rien n'est épargné aux habitants. Perquisition, saccage des habitations, brutalité des hommes et des femmes, viol, destruction de domiciles et profanation de la mosquée. Pour revenir sur la tragédie de Sidi Ali Bounab de 1949, j'ai le plaisir de recevoir M. Mohamed Karim Aswan. M. Mohamed Karim Aswan est un chercheur, maître de conférences à l'université d'Alger 2 et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire contemporaine de l'Algérie. M. Mohamed Karim Aswan, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci bien pour votre invitation. Et puisque nous allons parler d'un des génocides qui, parmi tant d'autres, qui est en réalité une suite. Ouais. Une suite. Il intervient dans un contexte vraiment de répression. On est dans le contexte du 1945. On n'est pas loin du 8 au 12 mai 1945. On n'est pas aussi loin aussi d'autres exactions qui ont été commises entre 45 et 49. Cette fois, nous sommes dans un contexte assez particulier. Pourquoi? Parce que cet événement survient juste après les pseudo-élections législatives. À la Nejlen, pour rappel. Le fameux Nejlen, donc... Et le trucage donc, des élections de 48. De 48. D'un côté, de l'autre aussi, c'est le moment de la déclaration du nouveau statut de l'Algérie, ouais, soi-disant, voilà, n'est-ce pas, un nouveau découpage, de nouvelles prérogatives pour l'administration coloniale, beaucoup plus que de liberté, etc. Le contexte politique intérieur est marqué par une répression et tout azimut, des journaux qui sont censurés, des leaders politiques qui sont mis en prison. C'est le début des fameuses arrestations autour de l'article 80 du code pénal colonial, etc., où tous les leaders presque de tout le mouvement national se retrouvent en prison dans des arrestations arbitraires. C'est aussi sur le plan économique, c'est aussi une période où la campagne algérienne s'est totalement retrouvée isolée sur le plan économique et social par rapport à quelques grands centres urbains, disons, des quartiers, disons des centres beaucoup plus européens, n'est-ce pas, que les Algériens appelés musulmans à cette époque. Donc la répression tout azimut fait que, en parallèle, il y avait un mouvement national structuré, qui s'est structuré depuis 1947, à travers donc son organisation armée qui est l'OS. Ouais. Alors, Saïd Charchar, ce militant nationaliste, a été présenté par la presse coloniale à cette époque comme étant un malfaiteur, un bandit qui a 7 mandats d'arrêt pour sa captivité. Et donc c'est un bandit qui a juste fait un attentat de voyous, entre guillemets, contre la brigade de gendarmerie française à Bourg-Mneil.
Alors que cette action, en réalité, d'autres sources le disent, c'était une action organisée et structurée. Et ce combattant, ce moujahid, n'était pas le seul, c'était toute une cellule. Donc il avait aussi deux compagnons. On a donc Iberi, entre autres. Qui faisait partie d'un groupement, d'une organisation. Du premier maquis de la région, le maquis de Karim Belkacem. De Karim Belkacem, voilà. Karim Belkacem qui justement était le coordinateur de toute une région, non seulement de Sidi Ali Bouneb, mais ça allait jusqu'à Dles, jusqu'à... Oui, Dles, où il y avait une cellule importante du PPA. On doit rappeler qu'à l'époque, déjà avant ces exactions, le leader du parti du peuple algérien, le PPM, Dim Salih Hadj, a fait une tournée dans la région, donc dans la région de Boujemnaïl jusqu'à Dilis par la suite, en passant par Sidi Ali Bouneb. Effectivement. Donc il y avait toute une culture politique. Oui. Pas ça a commencé déjà des années 30. Cette région a été le fief du mouvement national algérien de façon générale. Que ce soit les nationalistes réformistes, que ce soit les nationalistes révolutionnaires, ou que ce soit les mouvements syndicaux, etc. Démocratiques, l'UDMA. L'UDMA, le PCA, les Ulama. Donc c'est une région qui... quelque part, avait un éveil politique. Donc, l'histoire sera révélée par la presse nationaliste. Donc, la presse du Parti communiste algérien, la presse du PPA et la presse de l'UDMA, essentiellement. Notons-le fortement, Alger républicain était le seul journal anticolonialiste, avant déjà d'être un journal appartenant au comité central du PCA. Oui. Donc, et à côté, vous avez la révolution algérienne du parti de l'Union de l'UDMA. La République algérienne. La République algérienne, voilà. Et puis il y a Algérie libre du MPLD. Mais les deux à avoir mentionné les événements étaient Alger républicain et l'organe de l'UDMA. Reliés par la suite, vu que par les représentants des trois formations politiques. Voilà. Et c'est bien après les événements que le journal L'Humanité à Paris va reprendre donc les informations qui lui ont été transmises et qui ont été publiées. Mais là, c'est peut-être un point aussi intéressant à le relever. C'est cette nouvelle manière de travailler, d'intégrer, si vous voulez, la presse dans le combat national lui-même. Oui. Du fait que, pourquoi ces deux journaux? C'est parce que déjà, à partir de 1946, nous voyons que le mouvement national a pris une autre forme. C'est-à-dire de s'unir, de collaborer non seulement dans l'action politique, mais même dans l'action sociale. Parce qu'après le massacre de Sidi Ali Bouneb, nous voyons que tout le mouvement national, avec ses représentants à l'Assemblée algérienne qui a été proclamée à cette époque, ou alors les élus algériens, appartenant au MTLD, à l'UDMA et au PCA, ont mené aussi une vaste campagne nationale et même internationale de solidarité avec les populations victimes de cette exaction, de ce crime, à Sidi Ali Bouneb. Donc la presse elle-même, les médias anticolonialistes algériens ont pris une nouvelle forme de lutte. Alors, à l'époque, il y avait également la réaction de la presse colonialiste, évidemment, accusant notamment le reporter et le rédacteur en chef d'Algérie républicaine d'avoir créé cette affaire dans les bureaux. C'est justement cela, c'est que la réaction de la presse colonialiste, la presse à la solde des colons. À la solde des grands trusts colonialistes, l'Écho d'Alger, c'est les patrons des vignobles, n'est-ce pas? La Dépêche algérienne, c'est les banquiers.
installé dans la colonie Algérie, entre guillemets. Mais la force des médias nationalistes, les républicains et la République algérienne, y compris aussi l'Algérie libre, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient les premiers à annoncer à l'opinion internationale. Quand on dit l'opinion internationale, n'oublions pas que même les représentants des forces alliées étaient déjà présents en Algérie. Donc, il y avait toujours le commandement américain, britannique, etc. sur ce plan-là. Donc la presse coloniale, en fait, a relié les événements après la conférence de presse et la conférence de presse, si vous voulez, après que le ministre de l'Intérieur, qui était un ancien gouverneur d'Algérie, n'est-ce pas, s'est manifesté. Donc il a minimisé donc l'ampleur du drame, tout d'abord. Totalement, ils ont falsifié certainement des documents officiels. Disons que les populations, c'était à peine 200 personnes. Maintenant, ils sont en train de revenir dans leur lieu d'habitation. On cite le cas d'une jeune fille à Hidoussa qui a été violée, oui. Mais finalement, d'après le médecin légiste de l'administration, non, au contraire, elle n'a subi aucun sévice, etc., etc. Donc c'est tout à fait normal et même naturel dans la conception des faits. Sid Ali Bouneb a été précédé aussi par d'autres exactions, d'autres expéditions punitives, comme notamment en 1948, donc à savoir, il y avait en juillet 1948 Mascara, il y avait Chmia, il y avait même donc le massacre de Zeralda. Mais pour revenir, alors qu'est-ce qui va se passer ce 28 septembre 1949 à Sidi Ali Bouneb, exactement, donc les faits? Les faits, bon, les événements vécus sur le tas. 3 jours, jour et nuit. Donc des gendarmes sont venus, ils ont encerclé toute la région, ils ont détruit. C'était des détachements complets, hein. Donc le village était encerclé. Encerclé, les routes étaient barrées, même le fameux reportage qu'avait Boualem Khalfa avec le rédacteur en chef d'Alger Républicain et leur photographe, à certains moments, ils étaient face à des barrages routiers à 50 km même de Sidi Ali Bouneb. Donc l'administration ne voulait pas que les médias, que l'opinion publique sache ce qui se passe en réalité. Donc ils avaient visité le village et puis toutes les deshra ont été, il y avait au moins 6 deshra, donc on peut donner les noms, donc qui ont été mises à sac. Vous avez les Ouled Bouzid, Ouled Saad, Bni Hidoussa, Ouled Mansour et Ouled Ma'mar, ainsi que Sidi Ismail. Donc voilà au moins 6 villages qui ont été complètement détruits, les maisons rasées, les toits détruites, mais ils ont mis du feu aussi. Les chèvres, les animaux, de tout le bétail, les chiens, etc. a été volé. Voilà, donc il y avait donc des exactions terribles pendant. Certains avancent 3 jours, 1 semaine, 15 jours. Et il y avait des morts aussi. Oui. Des morts. Bon, les sources du mouvement national, c'est-à-dire la presse patriotique et nationaliste, parlent de plus de 200 morts. Alors que le ministre de l'Intérieur, lui, après sa conférence de presse en France, dira que non, c'était juste quelques blessés, une douzaine donc, de personnes. Mais il y avait en fait des décès, des morts. Enfants, femmes, vieillards, etc., dont on n'en parle pas. Alors c'est un village de 7200 habitants
Voilà, selon une étude algérienne, Oui. Effectivement. C'est une population, en fait, qui vivait sur De l'agriculture vivrière. Donc, vivrière montagnarde. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient aisés, etc. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les 70%, et ça c'est le chiffre d'Alger républicain et de la République algérienne, les 70% qui ont été forcés au déplacement, à quitter donc à quitter carrément toute la région, Douar, oui. trouvent refuge sur les routes, donc à l'air libre, donc dépourvus de toute commodité, etc. Certains, d'ailleurs les reportages de la presse anticolonialiste de l'époque a commencé par les cafetiers. Ouais. Les cafetiers, donc les premiers à venir demander dans l'emploi, qui sont originaires justement de ces familles qui ont été totalement dépossédées de Sidi Ali Bouned. Donc à partir du cafetier, ça c'est extraordinaire, à partir du témoignage du jeune cafetier qui a quitté son village parce qu'il y a eu toute une razzia, et on remonte la chaîne jusqu'à découvrir en fait ce qui s'est passé réellement. Par la suite, l'administration coloniale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, nous, les gendarmes, ont pu saisir des armes à feu, et même des armes de guerre, des armes de poing, dans des toits. Là, c'est... Disons, donc là, c'est... Est-ce que ces maisons-là, dans les Mechta et les Dacha, avaient des toits? Ça ressemble à un complot, donc voilà. Pour justifier l'ampleur de la répression. Et le ministre Jules Mock dira aussi, c'est encore l'ironie des choses, il n'y a aucun immeuble qui a été détruit. Immeuble au milieu de la montagne, ça paraît un petit peu voilà, extravagant. Mais bon, ça c'est l'administration coloniale. Elle était obligée en fait de dire que nous sommes là et que la répression en fait est notre œuvre quelque part. Parce que depuis 1945, le 8 mai, c'est le couronnement. La répression colonialiste a toujours commencé depuis le premier jour en fait. Et donc la répression, l'exaction de Sidi Ali Bouned est un chapitre parmi tant d'autres de tout un programme. Ce programme, mais c'est le procédé qui est intéressant. Donc c'est une expédition punitive. Donc on cherchait un homme ou deux hommes, mais là c'est le village qui va payer le prix. Selon le Front Terreur, donc j'ai retrouvé un extrait d'un article du fameux journal donc Front Terreur. Je le cite: bétail, chiens, volailles tués, portes défoncées, coups de hache, toitures détruites, jarres brisées, blé, orge, figues, fèves, huile, pétrole répandus au sol et pétris avec la terre, poterie et vaisselle brisée. Voilà donc un extrait déjà d'un journal, du journal Front Terror. Donc, non seulement... Ça ressemble à toutes les expéditions punitives déjà menées au XIXe siècle. Et on reviendra sur l'aspect razzia également qui a été... On encercle la région, on envoie des éléments de gendarmerie, disons de tout l'appareil répressif à l'intérieur, et maisonnette par maisonnette, appelons-la pudiquement ainsi. Donc on défonce les portes à la hache, on entre à l'intérieur, donc on détruit tout. Et il y a eu de vol de certains bijoux, bijoux d'argent certainement, les quelques choses. Donc c'est une guerre qui s'installe dans le village, une guerre. Une guerre dans le sens où si on mélange les fèves avec de l'huile et du mazout, c'est-à-dire qu'on est là afin d'atteindre un objectif, c'est celui d'affamer la population. Ouais. Même s'ils revenaient chez eux, reconstruisaient ce qu'il y avait à reconstruire, et ne pouvaient plus en fait survivre. Donc les moyens de survie
font partie de cette politique d'affamer la population. Et puis la presse a rapporté le viol d'un certain nombre de femmes et de jeunes filles. Il y a eu viol. C'est pas la presse nationaliste qui le mentionne, mais c'est la fameuse conférence, justement, je disais, parisienne de M. Jules Mock. Ouais. Disant que non, la jeune fille de Hidoussa, il y a le médecin légiste qui l'a consulté, etc. Ouais. Elle est toujours vierge. L'autre, c'est la même chose de Bni Ahmed. On ne peut pas croire cela. Quand on défonce à la hache une maisonnette, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des jeunes filles et des femmes à l'intérieur. Les hommes, ils sont à l'extérieur, ou alors ils travaillent à Alger, ou à Blida, etc. Donc automatiquement, on peut s'attendre à beaucoup de choses, à toute forme de violence. D'ailleurs, les hommes seront humiliés sur la place du village. Et effectivement, humiliés parce que les gendarmes ou les gardes mobiles, dont on n'en parle pas beaucoup, ont utilisé aussi les crosses pour justement mater, entre guillemets, mais violenter en réalité les populations. Donc Sidi Ali Bouneb, c'est une des pages douloureuses justement de la colonisation. Et puis il va y avoir une sorte d'exode. Ah oui, les populations. On parle de 5000 donc, habitants sur les 700, sur les 7000 qui vont quitter complètement le village. Qui vont quitter le village, donc ils vont être répartis entre la plaine de Blida, la région de Delles, donc les montagnes, et l'Algérois surtout. Donc beaucoup vont se retrouver dans la périphérie de la capitale. Et donc c'est une autre nouvelle population qui en fait va enrichir cette armée de pauvreté, de cette ceinture de la pauvreté qui entourait Alger, dont la colonisation n'en parle pas beaucoup. Ce qui a fait mal aux populations donc, de Sidi Ali Bouneb, c'était la profanation de la mosquée. Parce que les gendarmes ont décidé d'en faire un quartier général. Un quartier général, plus la profanation des cimetières aussi. Ouais. Il y a des villages, des mechtas, disons, qui ont été totalement rayés de la carte, des oliviers qui ont été brûlés, des figuiers, etc. Donc des récoltes. C'était le programme d'affamer la population. Qui nous rappelle le programme de Bugeaud, donc du 19e siècle. De Bugeaud, de la Mauricière, de toute cette grande école d'extermination massive qui ont fait école durant la colonisation en Algérie et qui a été répercutée un petit peu partout dans le monde. Certains disent que la troupe s'est nourrie grâce aux frais des habitants, qui sont obligés de produire un ravitaillement nécessaire, et plus que nécessaire. La population qui ravitaillait les forces de répression. C'est obligé, contrainte, c'est pas par... Mais ça paraît un petit peu déplacé de la part de l'histoire, en fait. Ouais. Nous parlons de 70%, même plus, qui ont été contraints à l'exil, au déplacement. Que restera-t-il en réalité? Nous voyons très mal ceux qui sont restés devant tout ce qu'il y a eu comme massacre, comme incendie, comme tués ou blessés, etc., collaborer à aider donc ces forces de répression
C'est pas une collaboration, c'est-à-dire c'était dans la contrainte qu'ils ont donc. Dans la contrainte, mais oui. moi je pense qu'il y a eu aussi, de la part des forces de répression, une falsification de la documentation. Parce que les 3 premiers jours, quand les gendarmes et les gardes mobiles ont encerclé le village et donc ont commencé à saccager les maisons et à détruire tout ce qu'il y avait à l'intérieur, n'oublions pas qu'il y a eu aussi des vols. Donc des chèvres et des poulets et des moutons qui ont été volés par les militaires eux-mêmes. Donc je ne pense pas que les 20% restants auraient pu avoir quelque chose à donner comme aide à ces 2000, on parle presque de 2000 soldats. De 2000 soldats entre gendarmes et gardes mobiles. Et puis, voilà une région qui sera visitée au lendemain donc, de ces massacres, notamment au mois de novembre 1949, sera visitée par les principaux responsables, représentants plutôt, des partis, donc du Parti communiste, du MPLD, etc. Donc, on a le député Farouri pour le MPLD, Ahmed Boumedjel pour l'UDMA, et Ahmed Mahmoudi pour le Parti communiste. Pour le Parti communiste. Et les sources nationalistes ou communistes, bon, c'était une délégation, en fait, c'était 2 délégations, 2 groupes qui se sont scindés, composés d'abord des 3 grandes formations, l'UDMA, l'MTLD et le PCA, avec à leur tête un élu d'Elbière et un élu d'Alger. Ces 2 délégations, en fait, se sont déplacées afin de ramener tout ce qu'ils ont recueilli comme élan de solidarité, entre couverture, aliments, etc., et surtout des sommes d'argent qui ont été données aux premières victimes. Et l'élan a continué quand même. Donc, il y a eu même des aides de la part de l'immigration, c'est-à-dire des ouvriers algériens qui travaillaient en France et en Europe. Donc il y a eu un élan de solidarité extraordinaire, avec le peu de moyens, bien sûr. Bon, des sommes de 700 000 francs de l'époque, c'était rien du tout par rapport à tout ce que cette population a perdu. Mais le côté politique, l'acte politique lui-même, c'est que le mouvement national, il est là, il est uni, n'est-ce pas, autour d'une tâche. La tâche, c'est non seulement d'être solidaire, mais aussi de faire passer le message que nous sommes arrivés à des limites, que la nation, en fait... Donc c'est les amis du manifeste qui vont renaître, en quelque sorte. C'est l'initiative, donc cette union de 1943 qui va renaître de ses cendres à l'occasion de ce drame. Donc, de presque ces 3 grands mouvements politiques. Plus il y a Ulama, évidemment. Donc, bien sûr, les Ulama sont toujours là. Et surtout que c'est une région qui est connue pour être un fief des Ulama beaucoup plus que d'autres formations. Moi, j'ai l'impression que je vois bien que les choses ont été d'un calcul très, très réfléchi. C'est-à-dire, ce front démocratique, cette union démocratique des 3 forces, anticolonialistes bien entendu, se déplaçant sur les lieux de l'exaction, en fait, ils font une continuité à l'action militaire elle-même, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour condamner l'action du groupe de Saïd Cherchar et d'autres militants de l'OS, mais qui sont là pour appuyer justement cette action-là. C'est une caution. Voilà. Donc il y a eu un cautionnement de la part des formations politiques sous le signe donc, de la naissance des maquis. Donc, voilà, donc
le mouvement national, communiste ou nationaliste ou autre, ou ulémiste, était arrivé à ce stade, on appuie après la l'action. visite, à tous les niveaux, ils vont réclamer une commission d'enquête. Oui. Par rapport à ces exactions. La commission d'enquête, parce qu'à cette époque, nous avions le mouvement national avait des élus au niveau de l'Assemblée algérienne, même à l'Assemblée algérienne, nationale aussi. C'est ça, l'Assemblée nationale à Paris. Oui. Voilà. Donc il y avait un représentant de l'UDMA, il y avait un représentant du Parti communiste algérien, et le coordinateur, c'était prévu, M. Jimad Chérif, Oui. grande figure syndicaliste, n'est-ce pas? Mais c'est une commission, le mouvement national le savait, c'était juste pour acculer quelque part un travail de médiatisation au niveau international. Mais il savait très bien que la commission n'aboutirait à presque à rien, comme toutes les précédentes commissions qu'il y a eu dans l'histoire coloniale de l'Algérie. Mais le fait marquant, c'est que en 1949, avec le nouveau statut de l'Algérie, le nouveau découpage, etc., la reconfiguration du mouvement national est un détail de taille, n'est-ce pas? Alors, le mouvement national savait très bien que les heures sont comptées. Au colonialisme. Au colonialisme et au système colonial, donc. Il y a il y a quelque chose qui se prépare. Ouais. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se prépare. Je pense même que les partis commençaient à se restructurer. À avoir même des militants animateurs d'appareils de clandestins, etc., surtout avec la répression de 46-48. L'UDMA, bon, le MTLD, c'est-à-dire le MTLD, c'est la couverture, si vous voulez, officielle, après l'interdiction. Le TPA, donc, il y avait, donc, à partir de 1947, il y avait donc la façade, c'était le MTLD, le parti clandestin, c'était le PPA, et puis l'organisation spéciale qui était l'OS. C'était le bras armé, carrément. D'ailleurs, dans le maquis donc, de Sidi Ali Bouneb, il y avait toute une cellule autour de Klim Qassem de l'OS, déjà, à partir de... Oui, Sidi Ali Bouneb, il y avait cette cellule-là qui a commis justement ces opérations contre des objectifs militaires. Et des intérêts français, oui. Voilà. Et il y avait aussi l'assassinat, la tentative d'assassinat d'un caïd de Tizi Ouzou, de la région de Tizi Ouzou. Il y avait aussi à Delès une autre cellule qui est activée du côté de Sidi Daoud, appelé Abou à cette époque. Barlia, effectivement, il y a tout. Donc il y avait une structure, il y avait une... Bourg-Jumneh, il y avait une structure également qui était importante. Donc voilà toute une région qui se préparait pour éventuellement un déclenchement. Et donc la France qui décide de frapper fort, très très fort à l'époque même, c'était pas par hasard. Pas du tout. C'était réfléchi, c'était organisé, c'était structuré, et tous les documents consultés, officiels, à titre d'exemple, si nous prenons la documentation française qui est en fait un livret émanant du ministère des Affaires étrangères, nous voyons qu'il y a à cette époque, à partir de 1945 surtout, tout un ensemble de telex et de documents frappés du sceau de secret d'État qui émanaient de l'Algérie. Disons, attention, il y a des événements, il y a quelque chose qui se prépare d'un côté. D'autres documents le disent carrément, nous ne voulons pas qu'il y ait de mouvement indépendantiste. Le gouverneur général d'Algérie le mentionne fortement, selon l'enquête de telle administration, et surtout le fameux service de sous-secrétariat du gouvernement général d'Algérie, qui en fait c'était la DST. Vous voyez, donc tous ces documents-là qui émanent de ce service disaient qu'il y a, depuis 1945,
Bien avant, moi je parle de janvier, février 1945, bien avant le génocide du 8 au 12 mai. Donc tout est prêt. Tout est prêt en fait à ce qu'il y ait. Est-ce qu'on peut dire que la brutalité et la violence pratiquée à Sidi Ali Bouneb étaient pratiquées pour l'exemple, donc pour tuer toute initiative allant dans le sens de l'émancipation du peuple algérien? Sidi Ali Bouneb, c'est parce que la presse anticolonialiste, on en a parlé. Sinon, d'autres exactions, on n'en parle pas. Il faut les fouiller dans les archives, etc. D'autres ont été. Al-Boulaya, donc la même année, en février 1949, Al-Boulaya, donc au sud où il y a eu donc également des exactions coloniales pour pratiquement les mêmes motifs. C'est la logique de la répression coloniale, c'est-à-dire il y a un autre contexte aussi sur lequel nous devons peut-être insister. Oui. C'est ce contexte de la guerre dite froide. Elle n'a jamais été froide en fait. C'est que avec l'émergence du pôle anglo-américain et la désignation comme nouvel ennemi, l'Union soviétique, et l'émergence de la République populaire de 1945, n'oublions pas, le 1er août, c'est la révolution chinoise, c'est l'avènement de la République populaire de Chine. À cette époque aussi, nous ne devons pas oublier que la guerre du Vietnam, elle était déjà. Elle y était déjà, donc il y a beaucoup de facteurs que les Algériens connaissaient et que la mobilisation nationaliste et patriotique faisait écho dans le pays. Donc ce n'était pas tellement nouveau pour la population algérienne ou pour le mouvement national que la réaction soit ainsi réalisée. Donc c'est tout un programme. Donc pas de mouvement indépendantiste, pas de structure donc pré-révolutionnaire. Rien donc. Rien. Donc il fallait mater et mettre à genoux toute et puis la population. Procédé, Karim. Donc j'aimerais qu'on revienne sur la punition collective. Donc cette expédition punitive, c'était un procédé pratiqué par la France tout au long de la colonisation. Pas uniquement en Algérie. Mais seulement que dans notre pays, la colonisation, la France, la colonisation européenne, on a fait une école. Et donc ces méthodes qui sont aussi enseignées dans les écoles militaires, notamment l'école de Saumur, si nous voyons les manuels, etc. À travers les âges, nous voyons que dans la formation même militaire, c'était la répression, la razzia, les exactions, avec de tournures bien sûr bien choisies, font partie justement de l'action militaire elle-même. L'action expédier plus de 2000 gendarmes et gardes mobiles pour détruire des gens qui sont totalement désarmés, c'est une pratique militaire. C'est une guerre d'extermination. Le génocide de mai 1945, en fait, se poursuivait et continue jusqu'à la veille même de l'insurrection armée, de la révolution algérienne. Donc il y a eu cette pratique, c'est presque une seconde nature de la colonisation française chez nous. Donc ce n'est pas tout à fait étonnant, n'est-ce pas? Donc il y a eu déjà un précédent, ces précédents font école, on forme les gens, les militaires sur cette pratique et on passe tout simplement à la pratique.
Alors, on est également dans un contexte, donc à la fin des années 40, c'est aussi donc le début d'un nouvel ordre mondial, comme vous l'avez souligné. Donc, Oui, et c'est là. c'était le début de la fin de la colonisation. Donc les Français ont senti qu'il ne fallait pas perdre ces colonies, donc il fallait réprimer toute initiative qui va contrecarrer son projet colonialiste. C'est le début des indépendances, Oui. notamment dans les colonies britanniques et hollandaises. C'est l'indépendance de l'Indonésie, c'est l'indépendance de l'Inde, République indienne, etc. Donc, un petit peu, le monde bougeait. Donc, le monde colonial n'est plus le monde de la soumission, hein, mais bien de l'éveil. De l'éveil, et notamment dans le monde arabe, n'est-ce pas? L'Égypte, il y a un éveil nationaliste. En Syrie, le Liban, Palestine, avant 1948. En plus, l'événement lui-même de l'apparition de l'État sioniste après 1948 a donné un nouveau souffle et un nouvel élan dans le mouvement national algérien où il n'y a qu'à lire la presse nationaliste et anticolonialiste de l'époque. Nous voyons qu'en fait, il y a toute une adhésion totale de l'Algérien à ce qui se passe autour de lui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on a toutes les données par rapport à ce qui s'est passé réellement à Sidi Pas Ali du tout. Bouneb? À Sidi Ali Bouneb, nous devons prospecter un peu plus. Parce que par rapport aux victimes, par rapport aux morts, on n'a aucune donnée pratiquement. Aucun chiffre Aucun exact, chiffre, aucune donne. Et puis, quel était l'intérêt, l'objectif? Les objectifs qui sont derrière justement cette. Est-ce que l'intérêt était pour raser carrément tout un ensemble de populations, un ensemble de Mechta et ou de bien Douar? c'était un avertissement adressé à d'autres villages, parce que la région, c'était la région des Benzamoum qui ont résisté dès le 19e siècle donc, à la colonisation française. C'était une région qui a accueilli les Mir Abdel Kader, donc Oui. la région de Sidi Ali Bouneb. Pour vous dire un petit peu, d'un point de vue historique, c'était important. Est-ce que les autorités françaises ne voulaient pas justement, à travers cette répression, ces violences, adresser un message à toutes les autres régions, dans le contexte des années, de la fin des années 40. Hein. Le fait qu'un ministre de l'Intérieur aussi fasciste comme Jules Mock face à sa conférence à Paris, donc surmédiatisée, elle avait, pourrions dire que l'objectif c'était de rassurer son allié principal, c'est-à-dire rassurer les États-Unis que voilà, il n'y aura pas de force révolutionnaire, il n'y aura pas de changement de situation, nous sommes là, nous menons la pratique qui convient, c'est-à-dire donner l'exemple. C'est dans cet esprit, en première lecture, donner l'exemple. Sidi Ali Bouneb est un exemple pour le reste de l'Algérie, peut-être même pour le reste des pays du Maghreb, parce que à cette époque, il y a eu des exactions en Tunisie aussi. Et puis il y avait cette phrase, donc l'article consacré par l'anticolonialiste André Mondouze, dit à Sidi Ali Bouneb, on viole les mosquées et à l'Assemblée algérienne, on demande la libération de Pétain. Donc voilà un petit peu pour vous dire que ceux qui réclamaient la libération de Pétain, c'était les anciens nazis, c'était donc les anciens pétainistes, vichistes, connus pour leur racisme et les exactions qu'ils ont commis pendant le 8 mai 1945. Jules Mock n'est pas un résistant, n'était pas pour la France libre ou la France combattante. Jules Mock était un des administrateurs, un des administratifs de la période Vichy, Vichy à Alger, Oui. bon, etc. Donc, c'est une histoire assez complexe puisque le mouvement fasciste européen
en Algérie il y a une autre dimension, un autre objectif, c'est-à-dire il y a eu toujours cette tentative de la part des colons, donc de cette bourgeoisie colonialiste européenne, de s'accaparer du territoire algérien, d'en faire un État presque autonome et indépendant. À n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Au détriment des intérêts des autochtones, évidemment. Au détriment des populations autochtones, mais aussi ils avaient un modèle qui n'était pas aussi loin, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Ouais. Donc le système de Boer et des régions autonomes économiquement surtout. À certaines époques du siècle passé, ils ont créé de toutes pièces ce conflit qu'il appelait le conflit des vins et des vignobles entre la France et l'Algérie, où ils voulaient justement s'accaparer des richesses, y compris aussi le conflit entre du phosphate et du fer. Donc il y avait toujours cette tentative de la part de cette bourgeoisie qui s'est enrichie sur la spoliation des richesses du pays de prendre en otage l'Algérie et d'en faire en fait un pays d'apartheid. D'apartheid au Maghreb. Donc ce projet n'a jamais quitté en fait l'esprit de ceux qui se considéraient comme enfants de la terre et ce qu'on appelle les pieds noirs. Donc de génération en génération. Donc il était tout à fait normal que la population dite autochtone, c'est-à-dire les Algériens, les gênait quelque part. Et il fallait donc les éloigner des régions prospères. Moi je dirais un peu plus que le fait qu'à chaque fois qu'il y ait des régions montagneuses et agricoles qui sont visées par ces exactions n'est pas innocent. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression comme s'il y a un programme de déplacement de population en vue de spolier une richesse quelque part. Une richesse minière ou forestière ou autre. Vous avez déjà justement travaillé sur les forêts, parce que le village se situe à une lisière d'un important massif forestier qui était régi, donc dont la gestion était régie par les lois, les lois domaniales d'un côté, donc, mais aussi régies par les lois Varnier, donc de la fin du 19e siècle. Par des compagnies surtout. Et des compagnies. Par des compagnies commerciales, etc. Des compagnies qui n'ont pas toujours la nationalité française. Nous trouvons à chaque fois des compagnies de nationalité suisse, surtout, on n'en parle pas beaucoup. La Compagnie Générale est une compagnie dont le siège est à Genève. Et cela, nous parlons de l'époque du 19e siècle, la fin du 19e siècle. Oui. Donc vous avez toutes ces forêts qui vont de Sidi Ali Bounab jusqu'à la frontière avec la Tunisie. Ouais. C'est une seule société, une seule qui gérait juste avant. On interdisait même la collecte du bois pour les usages quotidiens. Donc, Oui, ils étaient très surveillés, très, comment dire ça, avec une réglementation répressive et restrictive. Interdiction de pâturage, tout. Tout. Sinon, il y avait des amendes qui augmentaient chaque mois presque, n'est-ce pas, contre la population, en vue justement de les déplacer. Donc, ils ont réussi, surtout dans les forêts, dans les régions de Skikda et de Filfila, etc., où des populations ont totalement déserté donc leur terre, leur sol. Donc des populations qui existaient depuis des milliers d'années même. Ouais. Je parle de la région de l'Edo, à Naba, c'est une région amazigh où il y avait les anciennes tribus des Ouchtata et tout ça, berbères entre guillemets, donc qui ont été déplacés dès l'avènement de la colonisation, c'est-à-dire à partir de 1832. Et qui, donc Sidi Ali Bounab
peut-être qu'elle cacherait quelque chose. Mais sur le plan politique, c'était important pour le mouvement national, malgré les violences, malgré les arrestations, malgré les viols, malgré les saccages. Mais politiquement, c'était... Le mouvement national oui. a pris, je pense, à partir de 1945 surtout, a pris de nouvelles formes de lutte. Les attentats, disons les opérations que menait l'OS n'ont jamais été condamnées ni par l'Algérie républicaine, ni par Révolution algérienne, République algérienne, ni par le ulama, etc. Aucun des éléments du mouvement national ne s'est permis de dire le contraire. Il y a eu une compréhension, même de la part des plus réformateurs. Voilà, donc l'affaire de Sidi Ali Bouneb, on peut dire qu'elle constitue un fragment du processus qui participe à la déconstruction de l'hégémonie coloniale en Algérie avant d'émettre un terme définitif. Je tiens à vous remercier vivement, M. Mohamed Karim Massoun, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir évoqué donc quelques aspects du drame de Sidi Ali Bouneb de 1949. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université d'Alger 2 et vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire contemporaine de l'Algérie. Je remercie toute l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.